Donc je me suis très conscient des sons du mot, du rythme des phrases, les choses comme ça. Oui, oui, oui. J'imagine aussi que lorsque tu traduis, tu dis, bon, la musique, ça compte, hein, mais disons, il y a une petite musique qui est française, hein, dans la littérature française. Il faut le transmettre dans la littérature néerlandaise. Il faut que ça sonne aussi. Oui, donc c'est un travail sur la langue, sur la mélodie de la langue. Mais je suppose aussi un peu certaines conventions qu'il y a de la langue, hein, les conventions linguistiques. Par exemple, des choses, il y a des expressions idiomatiques qu'on connaît très bien en français, mais qu'on ne connaît pas tellement en néerlandais. Je pense que là, peut-être qu'il faut trouver une alternative. Hein, oui, absolument. Oui. Parce que l'idiome, en fait, on ne peut pas traduire l'idiome en néerlandais comme ça. Parce que c'est incompréhensible, ou on dit c'est une phrase très traduite, donc pas néerlandais. Et donc je cherche toujours des expressions néerlandaises qui sont un peu pareilles. Donc je cherche l'idiome néerlandais. Oui. Oui, donc il s'agit du style, l'expression poétique peut-être aussi. Je pense aussi à certaines œuvres. Je me souviens que, je ne sais pas si on avait déjà posé cette question, mais on peut la reposer. Il me semble que c'est Marcus Hofstede qui avait dit à certains moments, parce qu'il traduit, c'est le traducteur attitré de Michon par exemple. Hein, oui. Et Michon, c'est quelqu'un qui a aussi un langage un peu romantique, un peu. C'est un grand styliste, mais. Il a dit quelque part que lorsqu'on traduit Michon, c'est en français, c'est vraiment formidable, hein, le style et tout, on aime beaucoup, mais lorsqu'on le traduit en néerlandais, c'est un peu maniériste, un peu. Donc à ce moment-là, il faut un peu adoucir ou bien un petit peu. Néerlandais, c'est tellement doen, donc c'est déjà très rapidement ressenti comme quelque chose d'artificiel. Hein? Oui, c'est quelque chose que je reconnais avec les livres de Philippe Besson. Ah oui. J'ai traduit plusieurs livres de Philippe Besson, mais je dois toujours un peu diminuer le langage parce que c'est trop français. Donc, oui, c'est pas apprécié par les Néerlandais. C'est intéressant. Quelquefois, on dit qu'il y a quelquefois de très grands auteurs. Hein. Si on pense au contraire, Gerard Reven, par exemple, on considéré aux Pays-Bas comme un très très grand écrivain. Mais je ne sais pas qui est-ce qui avait dit, je pense que c'est un chansonnier, mais je ne me souviens plus qui. Hein. Qui avait dit quelque part, certains ils sont vraiment très grands, mais ils n'arrivent pas à traverser une frontière. Je pense que c'est le cas pour Gerard Reven, mais aussi les cas du contraire, où certains grands écrivains n'arrivent pas à traverser la frontière. Et ça, c'est intéressant. Mais je crois vraiment que c'est une des choses les plus intéressantes du métier de traducteur, parce que chaque livre a sa propre voix, et ça demande, par exemple, quand je regarde le dernier livre que j'ai traduit, Triste Tigre, c'est un livre qui demande un style, des mots, le choix des mots, tout différentes, par exemple, que ce livre de Jean-Baptiste Andréa. Parce que ça, c'est un livre, c'est vraiment un roman avec une histoire, et ça coule, et c'est un peu, bon, comment dirais-je, c'est vraiment une histoire. Tandis que Triste Tigre, c'est une confession. Elle cherche une sorte elle cherche à comprendre
le sujet de... Peut-être pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, nous allons prendre quelques exemples que tu Ah oui. m'avais envoyés, Ouais. de Veiller sur elle et de Laisse une autrice de tigre. C'est un livre de MeToo, c'est plutôt tout un questionnement Oui, sur, oui. sur la dominance aussi, donc ça c'est intéressant peut-être. Ouais. Et d'ailleurs pour Besson, ce sont les jours fragiles que tu as traduit? Non, Philippe Besson, c'est... Non, c'est pas... J'ai oublié le titre français, mais Rire met mij, c'est le dernier. Et au début, j'ai traduit quelques mensonges. Arrête tes oui. mensonges. Oui, oui, Oui. voilà. Et nous n'avons jamais eu de discussion là-dessus, tandis que nous avons lu le livre. Oui, d'une façon, oui, on comprend. Ouais. Oui, c'est de Marguerite Duras, cette citation-là. Arrête avec tes mensonges. Oui. Et tu l'as traduit comment? Parce que je l'ai... Rire met mij. C'est pas mon choix, c'est l'éditeur qui choisit le titre du livre. Donc, oui, c'est un peu bizarre. Oui, Je trouve aussi, mais c'est pas moi qui a choisi ça. Parce que moi je pensais que les titres, parce que c'est vrai qu'avant souvent les titres étaient traduits de façon complètement différente. Ouais, Mais les derniers temps quand même, on essaie de rester quand même assez proche du titre original. En général, enfin on reconnaît, avant je ne reconnaissais pas les livres, lorsque les livres étaient commentés dans les médias sur les traductions. Donc je me disais, mais c'est quel livre dont on parle? Oui, mais je comprends bien que pour les éditeurs, c'est important d'avoir un titre qui est captivant en irlandais, tandis que quand on traduit un titre français, c'est parfois pas assez captivant. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Est-ce que tu proposes quand même quelquefois un titre? Par exemple, Triste Tigre, parce que, à mon avis, ça ne doit pas vraiment être Triste Tijger, parce que triste, c'est pas vraiment triste. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais j'ai pas trouvé un autre mot et j'aime beaucoup Triste Tigre, c'est un beau titre. Et quand on fait Sneuwe Tijger, quelque chose comme ça, c'est pas assez beau. Donc on s'est dit, mais j'ai parlé avec l'éditeur de cette livre. Parce qu'avec Triste Tigre, quelque part, on pourrait penser à Bonjour Tristesse. Ce genre de spleen, c'est quand même différent que triste. Le triste, quand on dit en néerlandais, c'est complètement différent. Autre élément, donc enfin, ce sont des choses de généralité dont on a beaucoup parlé, c'est l'aspect culturel. Donc comment transposer une culture, comment la traduire. Là, je pense que c'est toujours difficile aussi. C'est un élément qui est... Absolument, oui. Est-ce que tu as été confronté ces derniers temps à des éléments culturels qui étaient très difficiles à traduire, où tu avais besoin d'une note, par exemple, qu'on essaie d'éviter toujours? Je pense avec Veille sur elle, par exemple, il s'agit d'une histoire en Italie, des Italiens pendant ou avant et pendant la Première Guerre mondiale. Les choses comme ça, je dois lire et chercher des informations et essayer de plonger dans un autre monde et c'est tout ce qu'on peut faire, je crois. Oui, bien sûr. Mais quand on essaie d'éviter, par exemple, qu'il y ait des notes en bas de la page ou éventuellement à la fin, c'est par exemple, il y a des situations, bien sûr, des éléments culturels. Quand on est français, qu'on connaît très bien, ce sont des références que tout le monde a, mais par exemple, les années d'Annie Ernaux, dont on avait beaucoup parlé de ça, certains disaient que c'était vraiment très très français, et c'est vrai que tous les exemples qu'elle donnait, pourtant c'est un livre très intéressant pour tout le monde, qui est beaucoup plus, mais les exemples sont français, et ça c'était vraiment un type de livre dont on parlait avec Robson,
où on se demandait est-ce qu'il ne fallait pas davantage de notes pour comprendre, hein, Oui, qu'est-ce que tu en Oui, mais, penses? mais je pense pour un roman, je n'aime pas des Non. notes, en fait. Non. Et je me rappelle, mais je ne sais plus quel livre, mais je me rappelle d'avoir traduit un livre dont on a, dans lequel on a mis des notes qui étaient à l'arrière du livre. Mais je crois que personne ne les a vues parce qu'on lit l'histoire et c'est pas. Oui. C'est différent qu'un livre non-fiction Mhm. parce que c'est une autre façon de lire. Oui, Mais quand bien on sûr. est dans une histoire, on prend la culture avec, je pense. Oui, 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 oui. Il ne faut pas expliquer. Il ne faut pas trop se poser de questions, mais quelquefois peut-être que ça joue. Je sais que bon, maintenant avec nos portables, hein, on peut toujours facilement regarder s'il y a un terme, un vocabulaire, quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein, par exemple, sur le métier de sculpteur, bon, il n'y a pas trop de jargon ici, mais lorsqu'il y a beaucoup de jargon, même avec Perret, il y a beaucoup de jargon, donc on peut toujours facilement trouver. Hein. Et avec des éléments culturels, quelquefois, il y a peut-être des malentendus. Hein, oui, et surtout, par exemple, les livres de Marie Scondé. J'ai traduit 3 livres de Marie Scondé, qui sont bien sûr de Guadeloupe. Avec elle se sert de beaucoup de mots qu'on ne connaît pas, mais elle n'explique pas du tout. Elle n'est pas des notes. Donc, je me rappelle le premier livre, j'ai fait une liste, j'ai cherché partout pour expliquer ces mots. Et puis j'ai donné à l'éditeur et l'éditeur a dit non, on ne va pas faire comme ça parce que Marie Scondé elle-même n'explique pas ces mots de Guadeloupe. Ça c'est peut-être un bon exemple parce que les Français ne connaissent pas non plus, surtout les îles. L'Afrique, on connaît, mais là aussi, c'est un peu difficile. Marie Scondé, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Marie Scondé, elle avait obtenu, il y a quelques années, le prix alternatif de littérature, le prix Nobel. Elle est décédée maintenant, donc on avait fait l'année passée avec quelques personnes un hommage à Marie Scondé. C'est quand même une très grande dame qui a... et peut-être que vous la connaissez de l'épopée Ségou. Ségou, donc c'était une très vaste épopée sur le grand empire malien et donc sur plusieurs générations. Et je me souviens, ce livre, je l'avais lu, déjà j'étais encore étudiante, et le livre venait de sortir, donc c'était mi-année 80, je ne sais pas si toi tu le sais, Yolène, non? Ça ne dit rien, mais je me souviens qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore très très bien donc, ni le Maghreb, ni l'Afrique, etc. J'avais encore des notes, j'ai gardé ces notes avec beaucoup de vocabulaire que j'ai été chercher. Et maintenant, quand on voit après coup, je dis, est-ce que tu connaissais pas encore ces termes à l'époque? Oui, mais ça, je lis très bien. Mais ça, c'était une formidable épopée. Et toi, tu as donc traduit quelques récits. Nous avons aussi lu, mais qu'est-ce que nous avons lu, Yolène, de Marie Scondé? C'est Mémoire de Guadeloupe. Oui. Je connais. Mais ce n'est pas le titre que tu as traduit, toi. Non, Donc, j'ai traduit Yvonne Yvonne et Ivana. C'est les Mémoires de sa jeunesse, vraiment. Ah oui, oui. Le fameux destin vivant et le cœur. Le cœur ouvert ou quelque chose comme ça, oui. Enfin, mais c'est aussi, par exemple, le livre de David Diop qui a gagné ce prix européen de la littérature européenne. C'est un livre, lui, il vient de Sénégal. Il est sénégalais et français, double, en fait. Mais ce livre, Frère d'âme, a beaucoup de répétitions, des phrases très courtes et des répétitions. Et moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ah oui, mais ce personnage qui raconte l'histoire,
et il est très, il est traumatisé et c'est sa façon de parler. Il est confus. Oui. Mais Mais après, pour ceux qui ne savent pas, hein, donc, Frère d'âme, hein, il s'agit, j'ai d'ailleurs un exemple, j'ai pris un exemple de. ah d'accord. Donc c'est un roman sur la Grande Guerre, hein, vu par les yeux d'un tirailleur sénégalais, et donc la guerre des tranchées, et qui est devenu, on peut dire, fou par la mort de son ami. C'est son frère d'âme, donc, hein, pas d'armes et d'âme. Donc on joue un petit peu avec frère d'armes et frère d'âme. Hein. Oui, et là, donc, il y a, on peut dire, oui, parce que s'il est fou, il hallucine, et c'est aussi la vie Oui, qui mais a- ça c'est vraiment, je voulais dire la chose de culture. Oui. Moi, c'était mon interprétation à moi. Comme bien sûr, chacun qui lit un livre a son propre interprétation. Mais après, j'ai compris, c'est une chose culturelle dans ce livre. La répétition vient de la culture orale en Afrique. Quand on raconte une histoire, on répète beaucoup parce que c'est pas écrit. C'est la mnémotechnique, hein, que Oui. les griots, par exemple, hein, ce sont les Oui. conteurs africains qu'ils utilisent donc avec ces répétitions. Ouais. Oui, oui. Et c'est Oui, une ça chose se que, retrouve, comme je ne connais pas du tout la culture sénégalaise ou africaine, quand on prend le grand continent, j'ai pas vraiment compris la différence de culture. Donc j'ai mis mes propres idées, mais c'était pas comme il faut en fait. Oui, 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 oui. Non, mais c'est bien, il faut être toujours vraiment avoir l'esprit très éveillé, Ouais. hein, pour voir. Et Marie Scondé aussi, parfois pendant la première traduction, je me suis dit, de temps en temps, c'est pas très intelligente. C'est pas le mot, mais je sais pas comment dire en français, mais c'est pas bon. Je n'aimais pas trop et après quand j'ai parlé avec des gens qui connaissent la littérature des Caraïbes, j'ai compris que c'est une façon de penser, de parler qui vient de là, qui est tout différente de ma façon de penser et de parler. Mais peut-être aussi parce que les auteurs africains, les écrivains africains ou les écrivaines africains, les autrices, ont encore un besoin d'éduquer le peuple, hein, qui est quelquefois illettré ou analphabète, etc. Donc on sent toujours ce besoin. Et chez nous, ce n'est plus le cas. Il faut toujours laisser donc, à l'imagination du lecteur. Et donc cette façon d'expliquer, de dire des choses, ça agace un petit peu quand on ne connaît pas ce... Ouais. Mais je me demande si ça signifie qu'on ne traduit pas bien, parce que je traduis ce qu'elle écrit et j'essaie de suivre ses pensées. Oui, donc oui, donc voilà, ça reste. Je vais prendre l'autre parce que je voudrais juste faire un petit peu regardez, ici il y a un certain nombre d'écrivains donc ici à l'Alliance française, j'ai invité régulièrement Martine Wald. Il y a 2 œuvres ici qu'elle n'a pas traduites elle-même, mais j'avais invité aussi une autre traductrice en même temps, donc on avait parlé d'autres œuvres. Ce sont tous des livres que nous avons lus ici dans notre cercle littéraire, donc dans le courant des années, parce que la première fois que j'ai fait la connaissance de Martine Wald, c'était il y a à peu près 10 ans, avec Guillaume Rys, c'est un auteur suisse, et qui avait obtenu un prix pour son manuscrit. J'ai trouvé ça bizarre, parce qu'il n'y a que 2 ans après que son livre a été édité. Et donc, donc Martine Wald m'a dit, bon, je traduis, ou je suis en train de traduire ce livre, jeune auteur donc suisse. Et après, donc, il a encore écrit quelques livres, mais on l'a un peu perdu de vue.
faut dire, c'est vrai que ceux qui ne sont pas souvent en France, ou ici on les perd un peu de vue. Il s'agit d'une histoire typiquement suisse, je ne veux pas trop, trop m'attarder là-dessus, mais un genre de huis clos, des personnes qui sont enneigées dans une hutte en montagne, donc ils sont obligés d'être pendant un certain temps ensemble, et puis il faut toujours voir ce que ça donne ensuite, des disputes, si on s'entend, comment il faut s'entendre, une petite communauté. Moi je trouve que toi aussi tu as bien aimé, nous on a bien aimé ce livre, et je ne sais pas la traduction, est-ce que tu l'as bien tu l'as bien vendu, disons, ça a été bien vendu ou pas, tu sais? Je ne sais pas, non, je crois pas. Oui, parce qu'on a beaucoup, je pense que j'ai pas vu beaucoup annoncé dans les médias. C'était pourtant donc l'Alliance française de La Haye qui l'avait invité. Ouais. Et à ce moment-là, donc j'ai interviewé donc l'auteur. Oui, ensuite, vous voyez d'autres titres. Donc Leila Slimani n'a pas été traduite par Martine Wout, mais par Gertrude de Maas. Mais vous étiez invités tous les deux, on en a parlé ensemble quand même. De chansons. Oui, et en fait, l'éditeur m'avait demandé de traduire Leila Slimani. C'était son premier roman ici, et je l'ai lu. Et je me suis dit, c'est pas mon style, je n'aime pas du tout. Donc j'ai dit, non, je fais ça. Et après, bien sûr, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait parce que ça fait rien du tout, les goûts sont différents. Cet après-midi, nous avons parlé d'un livre que presque personne n'aimait, donc voilà. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas très intelligente. Mais il faut dire que moi, je n'étais pas non plus très sur ce livre. Bon, ça a écrit avec un certain entrain, donc c'était bien écrit, mais il y a des erreurs. Mais enfin, donc c'est quelqu'un qui a quand même un certain nom maintenant, obtenu le prix Goncourt à l'époque sur une nounou parfaite, soi-disant parfaite, mais qui va tuer les enfants. Il s'agit aussi d'un couple qui fait un peu carrière, qui travaille beaucoup, très contente avec cette nounou. Cette nounou pense pouvoir faire partie de la famille, si on peut dire, et elle va être déçue et traumatisée, et puis jusqu'à tuer les enfants. Donc ça, c'est un peu. Ça commence par on découvre les enfants qui ont été tués. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre-là, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, les squares à Paris. Depuis, j'ai fait attention, les squares, où il y a des nounous qui gardent les enfants. Mais on entend donc les enfants chopent des sonorités africaines et autres, parce que les nounous sont africains ou maghrébins, ils sont venus d'ailleurs. Alors les enfants aussi donc, rentrent à la maison avec des bribes. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, nous avons parlé de L'art de perdre de Alice Zinter. Je n'ai pas apporté ce livre parce qu'il est très épais. Il s'agit de 3 générations de harkis. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est les harkis avec un H. Harkis, ce sont ce sont ceux qui ont été, c'est l'armée coloniale, on peut dire, de l'époque, à ce moment-là, pendant la guerre d'Algérie, donc qui ont été ajoutés à l'armée française, et qui ont donc dû combattre, mais ils ont été bien sûr considérés comme des traîtres. Donc et après la guerre, donc ils ont essayé de quitter pour la France. Donc ici, ils ont réussi à quitter, mais beaucoup sont restés, n'avaient pas les moyens, ne savaient pas comment s'y prendre. Il y avait toute une administration. Donc ils se sont plus ou moins exilés dans leur propre pays. L'Algérie, c'est très grand. Ils sont allés s'installer ailleurs, dans des petits, dans le bled, dans les petits villages où ils ont pris d'autres noms. Mais beaucoup ont été massacrés aussi, donc c'était terrible. Donc les harkis n'ont pas été reconnus pendant longtemps. Il y a eu, et tout récemment, il y a eu également, ils ont été reconnus que quand même la France les a laissés tomber plus ou moins et a prononcé des excuses. Donc ce livre c'est assez intéressant sur 3 générations des harkis. Première génération où ils sont dans des camps complètement oubliés, personne ne connaît leur histoire. Et il y a une deuxième génération où il y a un fils
qui essaie de poser des questions à son père, mais qui ne parle pas, qui ne veut plus en parler. Et la troisième génération, c'est une fille, je pense que là, c'est l'écrivaine, l'autrice, qui va vraiment enquêter sur son père, sur ce père, qui va aller dans l'église. Très bien écrit, très intéressant. Un beau livre. Très beau livre, hein? Oui. C'est un style que j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est comme si les femmes, hein, les autrices, sont très fortes sur les sagas. Hein? Oui, ensuite, parlons donc il y a la disparition de Joseph Mengele. Bon, ça vous dit déjà quelque chose, hein, de Olivier Guès, que nous avons lu aussi, donc on a posé une question. Hein. Oui, ici, il s'agit de la poursuite des criminels, hein, donc de l'après-guerre, qui pensent pouvoir se refaire une autre vie. Dans l'Amérique latine, notamment l'Argentine, ils étaient bien accueillis, hein, tous les anciens. Mais lui, donc, on va le rattraper, enfin pas vraiment le rattraper, mais on va vraiment le traquer. Donc il va devoir à chaque fois changer de pays, changer de nom, etc. Parce que la disparition, il a disparu, mais oui, là on pense de la fiction, hein. Donc à la plage, on le retrouve, enfin il disparaît là, une mort mystérieuse. Mais donc il n'a pas été, oui, ce n'était pas... C'est un beau livre aussi. Oui, j'ai beaucoup aimé, nous Intéressant. avons beaucoup aimé aussi, hein. Oui, c'est Oui, bien sûr. Donc il a quand même eu sa peine. Oui, Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont, donc ce n'est pas toi qui l'as traduit, hein, donc ça c'est Kathleen Forest, mais on en a parlé il y a 2 ans, donc c'est juste pour, je passe un peu là-dessus. Frère d'âme, donc, hein, sur la Grande Guerre, hein, tirailleur sénégalais, la mort, qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens 2018 et prix européen de littérature. Donc, oui, et le Booker Prize. Ah oui, le Booker Prize aussi. Le Booker Prize est un même type de prix, c'est aussi un prix européen. Hein, et c'est qui honore aussi également donc l'auteur et le traducteur. Oui, également, c'est vrai. Enfin, je vais... j'ai quelques... oui, voilà une couverture. Ça, c'est intéressant. Vous connaissez cette image que vous allez voir, Waak over haar, veiller sur elle. La couverture. Moi, j'étais curieuse de savoir, parce que moi, j'aime bien les pré-raphaélites de Waterman. Je trouve ces figures de femmes sont formidables. Et là, c'est une litho qui est faite d'après une... c'est un... comment dirais-je, avant la peinture. Non, après la peinture. Après la peinture. Donc c'est très intéressant. D'abord, il y a eu cette peinture de Waterman, hein, et une année après, on a commencé à faire ces lithos. Oui. Donc, parce qu'on pense que c'est une pré-étude mais on le nomme quelquefois étude, mais c'est après. Ça c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment très joli. Mais ce livre n'est pas encore paru. Donc, Waak over haar, c'est pas encore. Non, c'est ça, je crois, dans 1 ou 2 semaines. Ça va permettre. Oui. Donc, nous allons pour vous tous à réfléchir ensemble. Quelques exemples de traduction sur lesquels, d'abord un peu linguistique et à la fin encore une autre grande question sur laquelle on peut réfléchir. Nous, on avait déjà commencé à réfléchir en classe tout à l'heure, mais veillez sur elle. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez tous lu? Nous l'avons lu, mais oui, nous l'avons lu, bien sûr, oui. Et je ne sais pas si les autres l'ont lu. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Donc, il s'agit d'une pietà, hein, qui presque tous ceux qui la voient, se sentent mal à l'aise, vont halluciner, etc. Donc, on va cacher cette pietà. C'est la dernière dans un monastère.
et ensemble avec le sculpteur qui reste auprès d'elle. C'est sa dernière sculpture. Il joue avec, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, le syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal, c'est quelque chose qui existait à l'époque. On le nomme d'après Stendhal parce que lui aussi, déjà il aimait beaucoup l'Italie, Stendhal, et parce que lui aussi il avait vu certaines œuvres et il se sentait aussi un genre de malaise. On dit quelquefois, ce n'est pas scientifique, mais on dit quelquefois qu'à l'époque ça arrivait beaucoup plus souvent, parce que c'était encore une époque où on n'était pas submergé d'images. Donc lorsqu'on allait voir des images qui sont sublimes ou quoi que ce soit, que ça pouvait vous arriver. Mais ça arrive encore de temps en temps que quelqu'un voit une image qu'on a le besoin de détruire ou de voler la peinture, ça arrive encore. Mais donc il joue un petit peu avec cette idée. Et il s'agit aussi de deux personnes, donc Mimo, qui, la mère, quand elle est enceinte, elle pense que son fils, j'espère qu'il sera quand même Michelangelo. Bon, à la naissance, elle se dit, autant l'appeler Michelangelo. Donc, il va avoir ce nom qu'il déteste, donc il va être nommé Mimo. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire avec lui et un autre personnage, Viola, femme, deux classes sociales différentes. Viola, d'une grande classe sociale, la noblesse. Et déjà, le nom Viola, voler, elle a envie de s'envoler, de quitter son milieu. Mais il y a quelque chose de bizarre. Donc lui, il reste tout petit. C'est un genre de Quasimodo, mais il reste tout petit. Et elle n'a pas de sein. Et c'est un grand amour qui reste platonique. Alors petit à petit, on se dit, mais ce n'est pas un personnage réel, c'est une muse, c'est une déesse, c'est un ange, elle veut voler. Et, donc il y aura toute une pérégrination, donc il va faire son apprentissage, le sculpteur, c'est déjà un sculpteur très doué, bien qu'il doit se soumettre à des maîtres qui sont moins doués, donc c'est un peu tragique, mais petit à petit il va quand même faire carrière, et donc ils vont se voir. Donc, ça c'est un petit peu l'histoire. Elle lui donne son éducation. Oui, bien sûr, c'est elle. Tous les livres elle lui fournit toujours des livres pour qu'il fasse son éducation. Oui. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce livre, donc les classes sociales, mais c'est aussi un grand livre d'aventure. Tu disais, c'est un Jongensboek, Oui, à mon avis, absolument. Oui. Oui, donc j'ai ici, donc ce sont quelques petits exemples simples, parce que tu dis, oui, il y a souvent des petites phrases, des petites notions, du vocabulaire, des choses que je cherche. Donc ici, regardez, ça c'est encore autre chose. Peut-être, pour revenir un peu en arrière, David Diop, frère d'âme, tu en parlais, de stapeling. Donc ici, c'était juste un exemple pour cette répétition. Donc c'était en présence d'un chocolat. Donc c'est pas un chocolat qu'on peut manger, beaucoup plus âgé que moi, plus gradé que moi. Un chocolat croix de guerre qui n'en menait pas large. Un chocolat croix de guerre qui m'a traduit en Wolof, le Sénégal, ce que le capitaine voulait. Pauvre vieux croix de guerre chocolat. Et ensuite, il y a ces répétitions. Mon aîné, le croix de guerre chocolat. L'aîné croix de guerre chocolat, Ibrahim Sek. Ibrahim Sek, mon aîné croix de guerre chocolat. Ibrahim Sek, le tirailleur chocolat, croix de guerre. Le tirailleur, ici j'ai un genre de popeux. Vous aussi, Bon, je ne sais pas d'où il vient. Exclu, j'arrive pas à avoir de rire. Ok, croix de guerre. De toute façon, les traductions. Oui, peut-être que tu peux en parler, Martine. Oui, bon, c'est marrant parce que ça vient de, je pense, en tout cas avant la parution de ma traduction. Et je me rappelle avoir parlé avec toi de ces exemples. Et à ce soir, je me suis dit, Kroeskop, c'est pas le mot que je vais choisir parce que en combinaison avec Oorlogskruis, c'est trop. Oorlogskruis, Kroeskop, c'est trop. Donc j'ai cherché un autre mot. Finalement, parce qu'il y a le commandant des soldats
il dit chocolat aux soldats noirs et tuba aux soldats blancs. Et je voulais chercher des mots qui étaient un peu en équilibre. Chocolat est bien sûr un mot raciste, mais je voulais que c'était pas trop raciste, mais le mot tuba, qui en fait n'est pas vraiment raciste, était aussi un petit peu raciste. Donc qu'il y avait une sorte d'équilibre entre les deux mots. Et je me rappelle pas, mais je crois bleekscheten, quelque chose comme ça pour tuba. Et finalement, j'ai choisi bruinnekken pour je l'avais trouvé dans un site très abject. J'ai cherché partout pour trouver un mot dont on se sert et moi pas. Donc j'ai trouvé bruinnekken et je me suis dit bon, ça peut se combiner avec les mots comme ça. Donc ça c'est une vieille traduction. Oui, oui, oui. Mais pour le reste, c'est un exemple de la façon dont David Diop a en fait entassé les mots tout le temps. Il fait ça beaucoup. Il a fait ça avec le Croix de guerre chocolat, mais il l'a fait aussi avec d'autres mots. En français, c'est pas vraiment normal, je crois, mais on peut mettre les mots l'un après l'autre. Mais en hollandais, en néerlandais, on ne le fait pas comme ça, mais on fait des combinaisons, comme on a le jeu galgje. Oui, donc on dit rotte tot de tentoonstelling ou fietsventielbandfabrikant of oui, on peut vraiment. C'est pas mal, on peut combiner des mots assez longtemps. Oui. Et oui, on peut prolonger un mot qui. Oui, on peut prolonger le mot. Oui. Donc ça c'est un exemple de ce que fait en fait Diop, qui met des mots de plus en plus. Qui rajoute un certain nombre Oui, de mots. il ajoute. C'est un peu comme une chanson. Oui. Oui, en fait, oui. Ouais. Ouais. Et c'était une chose qui était pour un traducteur, ça c'est vraiment délicieux. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on peut vraiment jouer avec la langue. Oui, oui. Avec oui, la là, langue. ce sont des moments qui sont intéressants d'essayer de trouver Ouais. une solution. Oui. Ouais. Oui. Ok, passons à veiller sur elle. Oui, c'est désagréable un peu ce pop-up, j'arrive pas à l'enlever, hein. Donc oui, il faut faire avec ici. Oui, donc ici il y a plusieurs pages qu'on a nommées juste les petites phrases. Peut-être que je vais prendre moi-même un petit peu la page pour vous donner un petit peu le contexte. Donc ici, tout, hein, je vous laisse un petit peu deviner vous, hein. Tout dans l'ingénieur célébrait l'usure, le rapiècement, une esthétique du temps qui passe. Ici, c'est donc Mimo qui est encore tout jeune, qui va faire son apprentissage, hein, de sculpteur. Il va chez quelqu'un qui doit devenir son maître en plat pour l'apprentissage. Et en rentrant, donc c'est lui qui voit ça. Donc, alors, c'est page 32, je sais pas. Oh oui, c'est Alberto. Donc c'est son maître, disons, hein, qui voit donc l'ingénieur, et ça c'est donc italien, hein, tu as gardé le mot italien. Et quand on dit, ça paraît très simple, hein, donc il rentre dans l'espace, tout paraît un petit peu vieillot, mais quand même le métier, hein, ça exprime aussi le métier. Hein, donc célébrer
l'usure, le slightage, hein, le rapiècement, une esthétique du temps qui passe. Qu'est-ce que vous diriez pour célébrer? Ensuite, on peut toujours... Je ne sais pas si vous avez une idée, comment on le dira en néerlandais? Alles ademde slijtage of zoiets. Ja. Sorry? Alles ademde Alles slijtage. ademde en, slijtage. Oui, Ja. ça c'est peut-être une très bonne idée aussi. Alles ademde dat uit. Oui. Oui, parce que célébrer, littéralement, je fier. Et que slijtage fier, c'est un peu difficile, hein? Mais en français, ça marche très bien, célébrer. Oui, alles ademde. Encore d'autres idées, comment on pourrait le traduire? Enfin, sinon, on continue un petit peu. Ici, ça continue quelques pages plus loin. L'ingénierie Carmon aurait été ravi de trouver l'ambiance si électrique dans notre quartier. Ici, il y a des expressions qui sont assez dynamiques. On parle, il aurait pu être renversé par une voiture parce que Mimo, il est très petit, hein. Il aurait pu avoir plein d'accidents, tout, donc il est un peu excité. Et à un certain moment, il y a cette phrase. Oui, et l'ingénieur, lui, a expliqué ce qui est l'électricité, parce Oui. que c'est un phénomène nouveau, bien sûr. Oui. Et il ne sait pas du tout, Mimo. Donc, il demande à l'ingénieur ça, qu'est-ce que c'est- c'est. Qu'est-ce oui, que c'est. oui, qu'est-ce que c'est. Donc, lui, il explique. Et Oui. après, bon, il se rappelle, il pense, il aurait été ravi de trouver l'ambiance si électrique. Oui, oui, Voilà. oui. Donc, il élargit donc, ce mot électrique, mais il reprend ce mot. Oui, qu'est-ce que vous mettriez ici? Ingenieur Camon zou verrukt zijn geweest in onze wijk te vinden. On ne peut pas tout simplement dire électricité, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Maar het klinkt een beetje plat, de aanleg van elektriciteit of zo. Sorry? De aanleg van elektriciteit. Ja, Maar het is een beetje... maar het is een beetje ja, de ambiance, het gevoel dat alles... Ja. Als je denkt aan elektriciteit, dat is ja, iets heel dynamisch, iets heel spannend ook. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen elektriserend misschien. Hè? Elektriserend. Zoveel dynamiek. Ja, dynamiek. Maar hoe zou je dat? Ja, het zou verrukt zijn geweest. Ja, die dynamiek is rijk te vinden. Ja, dynamiek. Oei. Ja, dat zit die kant op. Je prends une autre phrase. L'abbé sait chaque détail. Donc il y a dans ce livre non seulement, il y a plusieurs narrateurs, il y a Mimo bien sûr qui raconte son histoire. Hein. Donc ça c'est un petit peu, c'est le premier narrateur on peut dire. Hein. Mais il y a aussi l'abbé qui est là dans le monastère, qui s'occupe un petit peu qui se pose beaucoup de questions hein, sur la pietà, sur le sculpteur. Et lui, donc, il parle ici, l'abbé sait chaque détail de la statue qui dort dans l'ombre pour l'avoir scrutée à s'en user les yeux. Donc, en français, c'est tout naturel, mais en néerlandais, pour le traduire, c'est peut-être encore difficile. Et donc, scruter les yeux, vous savez, donc il est là tous les jours, il y va, il connaît très bien hein, cette pietà, il peut il la connaît par cœur, disons, parce qu'il est dans la pénombre toujours, hein, donc il peut la sentir. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous n'avez pas beaucoup de temps de réflexion. Hein, Dat hij de pijn van zijn ogen krijgt. Ik heb er zo vaak naar gekeken dat hij de pijn van zijn ogen krijgt. Ja, er zo vaak naar gekeken. Scruteren is natuurlijk met heel veel aandacht kijken. Ja. Dus met zo, ja. Blijft moeilijk om het precies weer te geven. Hè? Ja, dat is difficile, hè? D'être très très exact là-dessus. Oui, enfin, je continue. Hoe heeft u het gedaan? Nou, we gaan Ja, zo dat meteen denk over. ik, dat denk Ja, ik. het wordt even flap dan nu. Kijk even moet die- ook elke keer op de jullie, tong bijten. ce que vous apportez comme idée, c'est toujours intéressant. Non, parce que Martine, elle a dit, là, j'ai beaucoup réfléchi à quelques termes, comment le traduire, et bien sûr, on pourrait tout autant traduire autrement. Hein. Oui, Donc, si vous oui, avez- on fait un choix, mais bon, c'est mon choix à moi. et- Peut-être que tu dis, ça aurait été meilleur. Oui, c'est bien possible, ouais. Oui, oui, le jeune marquis
qui est le héros de Pietra d'Alba. C'est là où il vit normalement. Donc Mimo était là, lui aussi, à la croisée du transept, auréolé d'une gloire dont il se moquait bien. On célébrait maintenant. On célébrait ses funérailles. Ses funérailles, oui. Oui. Ouais, ça ne me parle pas, j'arrive pas à m'en dire. Bon, oui, donc ici, qu'est-ce qu'on mettrait pour. Kijk, Dioma kiest de held van Pietra d'Alba. Was er ook op de kruising van de kerk. Verheerlijkt met een roem. Oui, dont il se moquait bien, c'est ça hein, qu'il faut essayer de trouver. Hein? Oui, ça, peut-être qu'on peut facilement le traduire. Enfin, moi, je le traduire. Dont on se moque bien, qu'est-ce qu'on dit, une célébrité dont on se moque bien? Waar je niks om gaf. Ja, waar niks om gaf, waar niks om gaf, dat zou ik ook zeggen. Die je een beetje gek vond, of overdreven vond. Ja, maar het is eigenlijk inderdaad natuurlijk dat je er gewoon, roem en zo, dat hoeft niet zo voor jou, of dat, daar geef je niks om, dat is duidelijk. Oui, donc le dernier. Mais pour réfléchir, faut bien bouffer. Alors, s'il te plaît, fais pas ta vieille canne et desserre un peu tes mains de sorcière. Donc ici, Mimo, il parle à sa mère. C'est une lettre à sa mère. Oui, c'est l'oncle. Oh, l'oncle. Oui, l'oncle écrit ça. Mais il ne sait pas écrire. Donc il dicte, oui. Il dicte la lettre, oui, ça c'est absolument. Il doit l'écrire. Parce que c'est pas son langage à Mimo, c'est le langage. Ouais. Donc il écrit bien, c'est une façon de parler, disons, et dessert un peu tes mains, donc c'est assez. Oui, dus maar om na te denken moet hij goed eten. Dus alsjeblieft, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, pour ceux qui maîtrisent suffisamment le français, alors, c'est une. Dessert un peu tes mains de sorcière. Geen slappe hap. Ja. En laat je handen wapperen. Laat je handen wapperen, exact. Ja, dat kan ik ook. Oui, ça c'est. Ok, donc voilà, je vais vous dévoiler. Dus alles bij de genie was een ode aan de slijtage aussi. Ja, mais célébré heb ik. Oui. J'ai choisi une solution qui accroche le mot célébré. Oui, want ademt uit is natuurlijk ook goed, maar célébrer is natuurlijk wat dynamisch, hè? Dus een ode aan, le deuxième, het zou verrukt zijn geweest zoveel hoogspanning in onze wijk te vinden. Ja, dan heb je het woord elektriciteit erin. Maar dan, terwijl, quand on dit en français, l'avoir scruté sans user les yeux, on comprend tout de suite, et ça, c'est assez naturel, hein, je pense, en français. En néerlandais, c'est un peu, il y a une faute, parce que la deuxième ogen, c'est pas, c'est une faute. Ah oui, doordat hij zijn ogen zo op haar uitgekeken heeft. Nee, oké, dan is het. Oh, dat heb ik, Non, c'est ma faute tellement. Ah bon, Mais zo. dans le livre, c'est pas Oké, dan is het goed. J'ai mes doutes pour cette traduction. Je suis pas trop sûre que c'est la meilleure traduction. Die wapperen, C'est un peu bizarre. Oui, ok, bah c'est une ombre sans les yeux de fois, ça, je trouve que ça marche. Mais ça reste difficile. Et voilà, quelquefois, donc il y a des expressions qui sont tout naturelles en français. Mais en néerlandais, c'est quelquefois casse-pied de trouver quelque chose un équivalent. Et surtout quand tu dois traduire plus de 500 pages, de t'arrêter sur des phrases. Je trouve qu'il faut le faire. Hein. Le prochain, Dioma kiest de held van Pietra d'Alba was er ook op de kruising met een roemnieuw kalklied. Oui, et avec cette traduction, je me suis demandé, parce que bien sûr, c'est une taalgrapje en néerlandais. Parce qu'il est mort. C'est funérailles. Donc, c'est mijn grapje.
Et je me suis demandé, est-ce que je suis permis de faire une blague ici? Parce que lui, Andrea, Ne fait pas cette c'est blague. tout sérieux. Oui, Ouais. ça sont les petites choses, oui, qu'on se dit, est-ce qu'on peut le faire? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut, comme traducteur, est-ce qu'on peut faire une blague comme ça? Bien trouvé. Dans le livre, il y a parfois des petites blagues entre les phrases. Oui. C'est Ouais. le livre, Oui. quoi. Oui, C'est en tant que drôle. traducteur, mais je pense que ça reste quand même un peu délicat, hein, n'est-ce pas? Il faut un peu faire attention. Une blague, c'est quand même quelque chose de... Oui, Ouais. on ajoute quelque chose. Hein, En même c'est- temps, Ouais. bien sûr, c'est une expression tout à Oui, fait oui, normale. oui, voilà. Donc, Mais dans toujours ce te cacher derrière. contexte, oui, Oui, En oui, même dans ce temps, contexte, c'est formidable. en même temps, en français, moi, ça ne me choque pas qu'on essaye de faire une blague en néerlandais, dans le sens où il y a quand même un petit peu d'humour noir dans la manière dont c'est tourné aussi en français. Quand là, on dit auréolé d'une gloire, donc il se moquait bien, on célébrait ses funérailles. Il y a quand même Oui. un décalage de ton dans la Oui. description de Oui. auréolé d'une gloire dont il se moquait Oui. bien et on célébrait ses funérailles. De ce décalage peut faire sourire légèrement le lecteur de l'humour noir du décalage entre la mort et la gloire Oui, dont oui, il oui, parle. oui. Donc je trouve que de faire une blague en néerlandais n'est pas malvenu. Oui, oui, bah, Ah. dans ce cas-là, très bien. Ouais. Oui, pour terminer, dus, donc cette vieille carne et dessert un peu tes mains de sorcière, wees geen oude tand, maar laat je handen een beetje wapperen, hè, comme tu avais déjà Ouais. trouvé, oui, oui. Nou, Oui, ik zou zeggen dat ik zou het zelf eerder vertalen met niet altijd hetzelfde, niet wat je meestal maakt, maar iets lekkerders. Ja, die vieille karne, is dat, Dat is toch een soort van vlees. dat is ja, oude kost, zeg maar. Hetzelfde als, saaie kost. ja, oude dat hap. wordt tegen iemand Oude gezegd, hap, ja, ja, zo ja. benoemd, hè. Maar niet dat, dat die karne niet die vrouw is. Want ja, dat vind ik een beetje sneu Onwaarschijnlijk. tegenover de papa of tegenover de mama. Dat je, Het is niet een brief, het is eigenlijk een brief die van, ja. ja, dat je Ja, wordt je gedicteerd. moeder een oude tang noemt. Ja. Nou, hij beledigt zijn moeder wel, want zijn moeder overlijdt daarna en dan is hij zelf heel geschokt van, oh, ik heb haar een brief geschreven waarin ik heel onaardig ben geweest. Dus in die zin denk ik, maar volgens mij is het Frans idioom, dat fait pas ta vieille carne. Kan best zijn. Ik ja. geloof het Dat wel, weet want ik geloof dat ik het in het Ja. woordenboek gewoon heb gevonden, Ja. denk ik. Ok, je continue parce que sinon, je voulais encore juste passer à Neige Sinon, Triste Tigre. Donc ici, hein, tu as trouvé quand même que ce langage hein, qui domine ces réflexions hein, sur, c'est une histoire MeToo, mais beaucoup de réflexions, une analyse sur la dominance. Hein, et là, tu as trouvé que le pouvoir de la langue est très présent. Hein. Donc il y a des mots comme viol dont tu parlais qui reviennent tout le temps. Et tu te disais, est-ce qu'il ne faudrait pas que je traduise en irlandais par agression sexuelle ou d'autres, jusqu'au moment où explique, qu'est-ce que tu disais? Oui. Ouais. Oui, en néerlandais, c'est plus normal. Il s'agit de l'abus sexuel d'un enfant par son beau-père. Et en néerlandais, Neige Sinon se sert du mot viol partout. Mais souvent, il ne s'agit pas vraiment du viol, mais de l'abus sexuel. C'est une différence, à mon avis. À mon avis, le viol, c'est vraiment la pénétration, comme elle dit plus tard, peut-être c'est dans cette... Oui. Oui. Donc, quand j'ai commencé la traduction, je me suis dit viol, non. En néerlandais, on dit seksueel misbruik. Misbruikpleger pour violeur. Donc, mais en traduisant, j'ai compris que pour elle, c'est un choix très conscient
Oui. On dit ça? Oui. Parce que plus tard, elle dit ça. Le mot les abus sexuels, qu'est-ce qu'elle dit? C'est moins grave. Donc, c'est en fait une sorte d'euphémisme, comme on peut dire ça. Tandis qu'il s'agit d'un Ce qu'elle a ressenti, oui, donc le viol, hein, c'est devenu aussi psychologiquement vraiment un viol. Hein. Ouais. Oui, je peux peut-être le lire ici. Le viol est lié dans notre imaginaire et dans nos lois avec la représentation d'une pénétration forcée et brutale. Ils évitent donc, ils font autre chose, ce qui leur permet de s'auto-convaincre que ce qu'ils font n'est pas vraiment de l'ordre du viol. Les abus sexuels, c'est moins grave, et ils maintiennent leur victime dans une incertitude qui l'empêche de trouver les mots pour parler. Enfin, il y a beaucoup de réflexions dans ce livre hein, Oui. sur... mais nous n'avons pas lu dans notre groupe ce livre parce que nous avions déjà lu l'année précédente plusieurs livres de MeToo, donc on s'était dit, ça fait trop de MeToo. Oui, je comprends. Enfin, dus in onze verbeelding en onze wetten is verkrachting verbonden met het beeld van een gedwongen brute penetratie. Dat vermijden ze, de daders, dus ze doen iets anders, waardoor ze zichzelf ervan kunnen overtuigen dat wat ze doen niet echt in de orde van verkrachting ligt. Seksueel misbruik is minder ernstig en ze houden het slachtoffer in een onzekerheid die het verhindert om woorden te vinden om erover te praten. Dus c'est vrai, il y a comme une grande souplesse dans la traduction aussi, quand on le lit, hein, oui, ça aussi. Mais goed, seksueel misbruik is minder ernstig, oui. Nou, in dit boek, als ik het even in het Nederlands mag doen, in dit boek is inderdaad de keuze voor de woorden enorm belangrijk. Dat is grappig dat je bij het ene boek in een soort flow zit van het vertalen en de woorden eigenlijk haast vanzelf komen, omdat je inderdaad dus in die flow zit van het vertalen en je voelt de taal aan. Terwijl bij dit boek was het echt gewoon zo belangrijk om inderdaad steeds de juiste woorden te gebruiken. En in dit geval is ook die Neige Sino zelf, want het is eigenlijk een soort getuigenis, schrijft zij ook van op een gegeven moment was ik zelfs blij dat hij mij echt verkrachtte. Want toen kon ik, vanwege dit fragmentje even, want toen kon ik pas zeggen van dit is erg. En daarvoor had ze steeds het gevoel van, ja het klopt niet wat hij bij me doet, maar dit was gewoon echt, het is natuurlijk vreselijk schokkend dat je als kind haast blij bent dat het een keer is gebeurd, want dan weet je dat het is. Ça c'est terrible, hein? Donc le mot viol, hein? Donc déjà les mots sont très délicats ici, elle pèse ces mots, hein? Elle réfléchit sur les mots qu'elle peut utiliser. Il y a des mots qui ne sont pas corrects au niveau sémantique, hein? Parce qu'elle n'a pas été violée, mais elle utilise ce mot. Le moment où elle a été violée, elle dit maintenant je peux utiliser ce mot. C'est intéressant aussi au niveau de littérature. Hein? Absolument. Oui, c'est très intéressant. Je continue quand même. Oui, donc ici il y a encore au-delà d'une construction grammaticale, donc ici, qui fait de la victime l'objet d'une action commise par un sujet, le violeur, comme dans la phrase mon beau-père m'a violée, cette forme j'étais violée met l'accent sur l'action subie plus que sur le responsable de cette action. Et en même temps, dans cette phrase, le sujet c'est moi. Le violeur disparaît même de l'énoncé. Donc c'est comme si vous avez un cours de littérature. Anders dan een grammaticale constructie die het slachtoffer tot lijdend voorwerp maakt van een daad die door een onderwerp, de verkrachter, is gepleegd. Zoals in de zin mijn stiefvader heeft me verkracht, legt deze vorm, ik ben verkracht, meer het accent op de daad die is ondergaan dan op de verantwoordelijke van die daad. Tegelijkertijd ben ik het onderwerp in die zin. De verkrachter wordt niet eens meer genoemd. Oui. Enfin, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein?
Oui. Oui, et c'est aussi un exemple de quelque chose dont je m'étais consciente pendant que j'étais en train de traduire, parce que elle écrit de temps en temps ce qu'il m'a fait. Et quand on traduit, on joue un peu avec des phrases actives et des phrases passives pour avoir pas tout le temps la même construction. Et je me suis rendu compte que quand on dit wat hij mij heeft aangedaan, c'est tout à fait différent que wat mij is aangedaan. Oui. Parce qu'on met le hij, Oui. Donc c'est la voix active ou la voix passive. Hein. La voix Ouais. active, vous savez, c'est le sujet qui fait l'action, hein. Et la voix passive qui subit l'action. Et oui, donc là c'est une différence de perception. Oui. Ouais. Et ça, c'est en fait la première fois dans un livre que j'ai vraiment vu toutes ces différences. Ouais. Oui, oui. Oui, ça c'est intéressant aussi pour qu'on traduit, hein, je pense. Oui, absolument. Oui. Bon, retour à Veiller sur elle et Jan Wolgen. La toute dernière phrase, c'est sur le politiquement correct. Ici, donc, il y a un petit exemple dans Veiller sur elle. Il y en avait encore peut-être quelques autres, et aussi dans d'autres livres. Hein. Donc ici, la page 431, donc déjà, sans cette sinuosité qui la caractérisait, elle aurait pu passer à qui nous croisait rapidement pour un garçon efféminé. Bon, en néerlandais, littéralement, on faudrait dire verwijfd. Mais Martine a choisi pour dire verstoken van vrouwelijke vormen, wat haar karakteriseert, had ze voor wie ons snel passeren voor een meisjesachtige jongen kunnen doorgaan. Bon, ça c'est... oui, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est un peu le traduire de cette Nou, ik façon-là. zou een jongen niet verwijfd noemen, ik zou een meneer verwijfd noemen en een jonge meisjesachtig. Ja. Want Ja, mijn leeftijd ja. is. Ja. Zo'n in bandage. Ah ja. Maar laten we een ander voorbeeld nemen, want de Van Dalen, het woordenboek, zegt verwijfd, maar bijvoorbeeld ook nichterig. Dat zou je kunnen zeggen bij je zou zeggen, een nichterige jongen. Nee, maar dat Ja, is maar dat weer heeft wat een, anders. Het heeft een negatieve, Ja. het heeft een negatieve connotatie. Ja. Nou, precies. Maar dat is precies, daarom had ik dit ook als voorbeeld. Mag ik het in het Nederlands even? Ja. Oui, c'est Voor de wat comfortabeler. Dat ik me enorm, eigenlijk in de loop van de jaren en al die vertalingen, me enorm bewust ben geworden van de, nou ja, zeg maar de macht van taal. En dat taal in feite ook politiek is. En dat je met taal ingesleten patronen kunt benoemen, maar ook tegen kunt gaan. En ik ben in die zin een enorme voorstander van wat dan politiek correct taalgebruik heet. Ik zal niet gauw het woord verwijfd of nichterig of zoiets gebruiken, omdat ik dat afschuwelijk vind. Dus ik moet natuurlijk iets vinden en ik vond dit dan acceptabel, een meisjesachtige jongen. Maar goed, jij zegt dan van, Oui, c'est toute je une grijpt in. discussion. Oui, Ja. c'est quand même toute une discussion. Hein. C'est vraiment très vaste et très large. On en a un peu parlé en classe hein, tout à l'heure. Peut-être que je vais prendre le deuxième exemple. Donc là, ce sont des exemples classiques. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, on choisit plutôt que ça reste politiquement correct. Tandis qu'en France, donc donc il y a le côté poétique, la poétique. Est-ce il ne faut pas changer le style, il ne faut pas changer le politique. Qu'est-ce qu'on va faire avec Céline ou avec Welbeck? Hein, s'ils commencent à s'engueuler, est-ce qu'il faut adoucir? Sinon il n'y a plus de Céline à ce moment-là. Donc il faut, je sais que tu l'examines, à ce moment-là tu trouveras bien sûr des solutions. Mais moi je trouve quand même que dans la poétique, il faut quand même traduire le style, traduire
le poétique. Et donc ici, pour les Africains, Yambo Wologen, je ne sais pas ceux qui l'ont lu, Devoir de violence, ça date de 1968, quelqu'un qui avait obtenu le prix Renaudot à l'époque et qui a été insulté, enfin, de plagiat, etc. Et donc maintenant, à cause du livre de Bougar Sarr, qui a obtenu le prix au cours de quelques années, donc c'est en hommage à Wologen, et donc ce livre a été retraduit, et donc il y a une traduction que tu as faite, donc ici, donc tout au début, donc c'est vraiment un nègre qui commence à insulter aussi, qui parle de nègre, qui dit « Nos yeux boivent l'éclat du soleil et vaincus s'étonnent de pleurer, machallah, oui, bismillah, un récit de l'aventure sanglante de la négraille, honte aux hommes de rien, tiendrait aisément dans la première moitié de ce siècle. Mais la véritable histoire des nègres, bon ici ça commence à se faire, cause du peuple, enfin, je continue. Donc ici, négraille, qui est vraiment une insulte, en fait, donc, et aussi donc oui, donc een verhaal over gewelddadige lotgevallen van het Afrikaanse volk. Zou gemakkelijk in de eerste helft van deze eeuw passen, maar de werkelijke geschiedenis van de zwarte Afrikanen begint veel eerder met de cijfer, etc. Oui, donc vous avez choisi pour ces termes. Quelque part, bon, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste à mon avis, parce que la négritude, ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi à l'extérieur de l'Afrique, donc c'est déjà au niveau et c'est quelqu'un qui engueule, et de l'adoucir, de dire, het schoon vertuigd Afrikaans volk, de l'adoucir. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous avons déjà beaucoup discuté là-dessus, on s'en sort pas tout à fait, et nous en allons parler encore en classe, mais juste pour vous, comment vous avez laissé un peu cette dernière question. Regarde ce que j'ai mis moi-même, ici encore, oui. Le politiquement correct dans la traduction des œuvres littéraires. Donc j'ai mis ici quelques notions. Oui, donc modifier certains mots pour éviter d'offenser ou de stigmatiser quelques personnes. Est-ce que c'est une forme de censure si le traducteur le fait? Est-ce qu'il peut corriger? Ne faut-il pas s'accommoder des héritages de l'histoire à travers qu'il joue avec le politiquement correct et le transgresse ou le détourne? Enfin, ça c'est un petit peu, mais disons, est-ce que c'est une forme de quand on va retranscrire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a déjà eu beaucoup de discussions là-dessus, ici aux Pays-Bas, donc je laisse à vous. Ben, si on ne respecte pas le choix de l'auteur dans la version originale, est-ce que ça vaut la peine de le traduire? Oui. Oui, Martine, tu avais déjà une fois répondu que, bien sûr, Martine, elle est bien consciente de ce qu'elle fait en même temps, mais elle choisit pour le politiquement correct, comme elle vient d'expliquer, parce que ça a des conséquences quand même. Mais dans le contexte, ça peut être clair, elle dit. Oui. Même si je ne suis pas d'accord avec elle, mais je comprends ses choix. Oui, moi aussi. Oui. Mais je demande si on ne lève pas la voix de l'auteur, du personnage qui parle, ça enlève du force. Oui, on perd quelque chose. Oui. C'est comme Tintin au Congo, Kuifje in Afrika. Moi, j'ai la version raciste, disons, que je préfère à l'autre version. Ja, maar daar moet je toch mee oppassen, Ja, dat als weet je ik. het in het Nederlands mag Oui, zeggen. oui. We hebben thuis Sambo, het negerjongetje. Ja. En dat begint met Sambo, een negerjongetje, en hij was pik zwart. En Mambo, en dat was ook pik zwart, en Jambo ook. Maar ja, als je dat aan een kind van 7 voorleest, dan als je volgende keer denkt, dat kan ik beter weglaten, dan vult hij in en hij was pik zwart. En dan, voor je het weet, komt dat in zijn hoofd. Dus we hebben dat boek maar gauw ergens onder in de kast gelegd. Dat is niet de bedoeling. Oui. Et je comprends. Pour les enfants, peut-être, c'est si on donne ce genre de lecture aux enfants, ils vont vraiment croire que. Moi je me souviens encore à l'école, en France, quand j'ai. Donc à l'école, on disait donc
Pépin arrête les Arabes à Poitiers. Ben, moi, je voyais encore les images, je me disais heureusement qu'ils les ont arrêtés, parce que sinon, donc c'est vrai que dans la tête des enfants, ça joue. C'est peut-être autre chose à ce moment-là pour les enfants. Tintin au Congo, mais c'est vrai, comme tu dis, la force du langage, quand quelqu'un engueule l'autre, ça fait du bien aussi en même temps. Hein. Moi, j'adore ça, moi, les engueulades aussi. Moi, j'adore Céline, ses engueulades, j'adore. Et si on va adoucir le langage, je trouve ça un peu dommage. Mais d'autres réactions, peut-être. Moi, personnellement, je trouve que la violence qu'on peut trouver dans les mots qui peuvent avoir des répercussions peuvent avoir une sorte de danger en fonction du public auquel on s'adresse. Je pense que dans un roman où on s'adresse à un public averti, un public qui est censé savoir ce qu'il lit, on peut tout simplement reprendre les mots de l'auteur tels qu'ils sont, dans la mesure où on s'efface, même quand la personne achète le livre ou le lit, il lit l'auteur, il est censé lire l'auteur et donc il oublie qu'il y a un traducteur derrière qui est venu nuancer certaines choses ou l'adapter à un autre style de langage. Par contre, si on traduit par rapport à un public non averti, dans une salle peut-être un interprète au mot à mot, et en face de lui, il y a un public qui ne sait pas vraiment de quoi on parle, etc. Là, peut-être il faut adapter le discours et le modifier légèrement. Oui, moi je pense que... Mais je peux peut-être expliquer notre choix. J'ai traduit ce livre avec Gertrude ensemble, Gertrude Maas et moi, on fait ensemble. Et on s'est dit, quand nous choisissons des mots qui sont en irlandais, qui sont choquantes en fait, comme het N-woord, tout le monde va struikelen, iedereen gaat struikelen over die woorden en niemand kijkt meer naar het verhaal waar dit boek over gaat. Het is een heel gruwelijk boek. Dat hebben we niet wegvertaald. Maar het gaat om een paar woorden waarvan wij dachten op het moment dat wij het N-woord gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Er is in Nederland daar al een enorme discussie over geweest bij verschillende boeken. En wij wilden niet dat de inhoud van dit boek zou ondersneeuwen onder het geharrewar over dit soort woorden. Dat was de reden. Oui, d'une part, je suis d'accord avec Lucas, hein, ce que tu dis, un public non averti, on suppose que quand même en Europe, dans le monde occidental, que tout le monde est plus ou moins éduqué, qu'on sait. Hein, mais c'est vrai, donc je comprends aussi ces choix. C'est aussi aux Pays-Bas, on a l'habitude de le faire un peu politiquement correctement. Cependant, il y a quand même quelques auteurs de Bougarsa, ce livre-là a été traduit, et là il a conservé les mots nègre, nègre. Donc lui, il a dû se battre aussi avec son éditeur pour faire passer. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord que c'est une forme de censure. C'est vrai, oui. Mais c'est un choix très, très conscient. Oui, donc c'est aussi ce côté, disons, on peut dire culturel qu'aux Pays-Bas, on a l'habitude de le faire, dans l'ensemble, on ne le fait pas, hein, ça frappe aussi. Mais en même temps, c'est vrai, il y a un allemaal eruit, hè? Donc ça c'est... Donc, ja, maar de omkering is ook waar. Als je het wel had laten staan, dan kunnen mensen daarover vallen. Maar de andere kant, want het is niet iedereen die erover valt, het staat er wel. En dat vallen blijft toch. Ik bedoel, door het niet te noemen is de discussie niet weg, zo bedoel ik. Nee, dat is zeker waar. Mais bon, c'est vrai, c'est un livre, comme tu disais, parce que j'ai interviewé donc Martine Wout et Gertrude, donc c'était pour ZAM Magazine, donc c'était ailleurs, à Amsterdam, hein, à propos de ce livre, et on en avait déjà parlé.
Ouais. Et oui, tu disais, oui, on a déjà énormément parlé de ce thème. Ouais. Bon, si, est-ce que vous avez encore des questions? D'autres questions peut-être? J'ai une question. Oui. Je me demande si on est en train de traduire un livre ou quoi que ce soit, est-il nécessaire ou même utile de connaître le caractère de l'écrivain? Est-ce qu'il est la biographie, par exemple? Oui. Pas du tout. Oui. Pour moi, en fait, c'est toujours la première chose que je fais. Oui, je vais chercher qui est-ce. Il y a souvent par exemple des interviews qu'on peut trouver sur des sites français. C'est quelle sorte de personne, comment il ou elle parle, qu'est-ce qu'il a fait, où elle a fait, quelle sorte d'études ou quelle sorte, je sais pas. Pour moi, c'est intéressant ou c'est en fait nécessaire de savoir. Voilà. Ouais. Oui, autre question peut-être? Et pour répondre à ce que vient de dire Madame, toi qui es très proustienne, Ania Hélène, qui adore Proust, qui est même une experte de la littérature proustienne, ce que ça me fait penser, c'est l'antipositivisme, parce que Proust détestait Sainte-Beuve, on en a parlé déjà plusieurs fois, et cette volonté de vouloir connaître la littérature par cœur, d'apprendre les biographies des grands écrivains pour expliquer l'œuvre. Ça peut aussi devenir d'une certaine manière une sorte de parasite aussi dans le discours littéraire après quand on en discute. Enfin, c'était une idée qui avait fait faillite, hein, donc de connaître la biographie donc de l'auteur, hein, pour expliquer son œuvre. Donc ça, c'est une chose. Mais maintenant, de plus en plus, même pour Proust, d'abord, hein, quand j'ai fait mes études, il ne fallait pas. Donc Proust même disait non, s'il y avait eu des clés, il y a longtemps que je les ai perdues, mais il s'inspire quand même de quelqu'un, il a des modèles hein, pour ces. Et maintenant, on fait quand même, on étudie quand même un petit peu les modèles aussi, hein, pas pour expliquer vraiment l'œuvre, mais pour rajouter quelque chose. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des échanges avec l'auteur. Hein. Absolument, oui. Oui, c'est très spécial parce que quand on traduit, en fait, on se déplace dans la tête de quelqu'un d'autre qui a écrit ce livre. Donc, je m'identifie beaucoup avec l'auteur. Donc, ça devient un petit peu mon livre à moi aussi. Oui. Mais en même temps, bien sûr, c'est la traduction. Mais quand j'ai des rencontres avec les auteurs, c'est toujours, en fait, c'est de deux côtés, parce que l'auteur aussi sent je sais pas, ce rapprochement avec son traducteur. Donc plusieurs fois, j'ai rencontré des auteurs qui ne savaient pas que je serais là. Par exemple, il y avait une conférence et j'y étais allée. Je me suis présentée, bonjour, j'ai traduit votre livre, et tout spontanément, ils m'ont embrassé. Oui, c'est toujours. C'est vraiment, oui, c'est très spécial. Oui. Ouais, je sais, heureusement que tu n'as pas traduit Kundera, parce que lui, il est quand même très difficile hein, avec ses traducteurs. Welbeck aussi, je suis. Welbeck, Matenaan, oui, enfin, c'est son. Et vous avez rencontré déjà Andrea? Non, pas encore, et il va venir, mais je joue dans un groupe de musique et j'ai un concert à Berlin. Donc je ne serai pas là. Que tu as encore le temps de faire la musique, hein, on se dit avec toutes ces œuvres que tu as traduites, quelques-unes par an. Oui, bon, je te remercie beaucoup et merci à vous tous aussi. Et on peut toujours continuer un petit peu à parler. Hein, avec